Écoutez, c'est à la fois une coïncidence ou non, là, j'avais un peu ce sujet-là dans ma banque, là, dans mes projets de recherche habituels, mais là, étant donné la situation, je veux vraiment que tout le monde puisse avoir la chance de travailler sur le modèle SIR qui modélise exactement la situation dans laquelle on se retrouve en ce moment. Donc, vous allez, à travers ce devoir, utiliser surtout des équations différentielles pour modéliser le comportement d'une épidémie. Sachez évidemment que ce modèle-là est très représentatif de la réalité, mais n'est pas parfait. Il y a certaines hypothèses qu'on va laisser de côté parce que, évidemment, plus on inclut des hypothèses, plus on inclut des choses pour coller la réalité, plus mathématiquement, souvent, ça devient compliqué. Dans une épidémie, c'est quoi les choses qui nous intéressent là, si on se transforme en épidémiologiste, c'est-à-dire qu'on veut être un expert des épidémies? Bien, les critères, là, les questions qu'on va se poser souvent sont les suivants. C'est ça que vous allez répondre à travers le devoir. Donc, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'une épidémie se déclare? Il y a un virus qui arrive, oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il va se propager et qu'on puisse appeler ça une épidémie? Donc, on va le définir par, dans le fond, le contexte, mais également mathématiquement. On veut savoir, c'est quoi la proportion, ça c'est peut-être la plus importante, quand il y a une épidémie, c'est quoi la proportion de la population qui va être infectée? Ça a un lien direct avec, évidemment, le, le- 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 la contingence là, dans le système de santé. C'est la raison pourquoi en ce moment on est confiné, à vrai dire, c'est que si le pic est trop grand, il y a trop de gens qui vont se retrouver à l'hôpital, on va être débordé, il va y avoir des choix un peu difficiles à faire là, au niveau de qui on soigne pas. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, très important d'être en mesure de prédire le pic, le sommet de l'épidémie. Ensuite, l'épidémie éventuellement s'estompe. Bien, il y a une certaine proportion de la population qui n'aura pas été infectée. Quelle va être cette proportion? On va s'intéresser à ça. Et on va aussi se poser la question, peut-être qui est la plus intéressante au niveau de la situation dans laquelle on vit. On veut avoir une représentation graphique de la propagation du virus. Là, on pense tout de suite à la fameuse courbe à aplatir. Mais on veut être en mesure de la tracer. Puis on veut aussi être en mesure de vérifier, de valider que sur papier, du moins, les mesures qu'on met en place par la santé publique vont être efficaces. Donc, c'est les quatre choses, les quatre grands thèmes du devoir. Il va y avoir deux volets. Là. Les questions, je les ai séparées en deux parties. Une partie théorique et une partie pratique. Donc, la partie théorique, ben, ça va être quelque chose que vous pourriez faire pratiquement papier-crayon. Vous pouvez utiliser un logiciel si vous voulez, mais c'est le genre de truc, vous allez voir, là, ça va vraiment bien si vous cassez la tête, vous faites des maths comme n'importe quel cours de calcul intégral ou différentiel ou maths pour les sciences que vous avez fait. Vous y allez de cette façon, alors qu'il y a une partie pratique où là, vous n'aurez pas le choix. Il y a un petit calcul, vous allez utiliser la calculatrice à un certain point, là, mais c'est surtout avec Maxima que vous allez faire la partie pratique. Et c'est là que vous allez utiliser toutes les notions théoriques qui ont été développées dans la première partie pour ensuite euh, les, 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 les mettre en pratique, les utiliser avec Maxima, entre autres. Rien ne vous empêche, je ne vous conseille pas nécessairement de faire toute la partie théorique et ensuite toute la partie pratique. Vous pouvez très bien, vous allez voir qu'à certains moments donnés, dans la partie pratique, je fais référence à un résultat obtenu dans la partie théorique. Donc, ne vous gênez pas pour y aller comme ça. Là. Faites un va-et-vient entre les deux, peut-être. Ça risque d'être un peu plus intéressant parce que si vous faites juste la partie théorique, peut-être que vous allez perdre un peu vous allez perdre la perspective là, de pourquoi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire réellement, alors qu'on est dans des problèmes très appliqués. Là, étant donné la situation, je vais vous donner vous donner un coup de pouce. Je vous donne déjà trois sources très pertinentes. Donc, ces trois sources-là, si vous les consultez, vous allez vraiment avoir pratiquement tous les outils, je dirais, pour résoudre le devoir, pour faire les numéros du devoir. Évidemment qu'il y en a d'autres ressources, ne vous gênez pas, mais soyez perspicace dans vos recherches. Si, par exemple, vous allez sur YouTube pour écouter une vidéo, très bonne idée.
Mais taper modèle SIR, mais on veut un point de vue mathématique. Fait que peut-être les équations du modèle SIR, mathématiques, modélisation. C'est vraiment les mots-clés. Il faut vous habituer à faire des recherches intelligentes sur Google. Je vous en donne 3 sources. Mais je pense que si vous faites une petite recherche sur YouTube, vous allez avoir une mise en bouche qui va vraiment vous expliquer pratiquement mot à mot ce qu'on s'en va faire dans le devoir. Donc, ne vous gênez pas. Puis si vous avez d'autres sources, peu importe, sur Acromat, par exemple, ben, ne vous gênez pas là, pour les ajouter éventuellement dans votre bibliographie. Justement, la remise. Donc, qu'est-ce que vous allez me remettre? Un peu comme le devoir numéro 4, vous allez avoir un fichier .tech. Et là, je fais une parenthèse. Quand vous me remettez votre devoir, j'ai uniquement besoin du fichier .tech et évidemment des images que vous y avez greffées. Et là, il va y avoir de bibliographie. Et votre dossier, votre fichier Maxima. Si vous me remettez le PDF, tant mieux. Mais en théorie, moi, je vous dis ce que je fais. J'ouvre le .tech, je compile. Il faut que ça compile. C'est ça que je vais corriger. Donc, assurez-vous que ce que vous me remettez compile de la bonne façon. OK? Je n'ai pas besoin d'avoir le fichier .log, les fichiers, je dirais, temporaires ou les fichiers qui servent de compilation là, en termes de visionnement. Vous n'êtes pas obligé de les inclure. Parce que de toute façon, moi, je les efface. Je veux juste prendre le .tech et passer sur compilation pour voir si ça fonctionne. Question théorique. D'abord, un peu, ça ressemble quand même, vous allez voir, c'est pas pour rien qu'on a fait le devoir numéro 4, là, ce sont des problèmes de compartiment. Contrairement au devoir sur la médication, sur la pharmacocinétique, il n'y a pas 2 compartiments dans notre modèle, il va y en avoir 3. Donc là, au lieu d'être des molécules de médicaments, les petits points que je m'en vais faire sont des personnes. Donc, imaginez-vous ici qu'il y a des personnes qui sont, qu'on va appeler saines, qui, tranquillement, pas vite, vont se faire infecter par le virus. Donc, vont se retrouver dans le bassin des infectés. Et les infectés, eux, vont guérir. Donc, ils vont aller dans le bassin des rétablis. 3 compartiments, 3 équations différentielles. Les équations différentielles, vous devriez faire un petit rappel là-dessus. Je me suis rendu compte que vous étiez rouillé, peut-être c'est normal. Ça mesure le taux de variation instantanée pour un réservoir. Le compartiment S, à quelle vitesse il se vide. Notre but étant de savoir à tout moment quelle est la proportion des gens qui sont sains, infectés et rétablis. On ne peut pas le savoir. Ce qu'on est capable d'établir, par contre, c'est le mouvement qu'il y a entre les réservoirs. Donc, le déplacement qu'il y a ici, on est capable de le décrire. Ce sont, dernière chose avant qu'on se lance vraiment dans les questions. Dans certains ouvrages, ça se peut qu'au lieu d'utiliser A et B, il y en a beaucoup qui vont utiliser la lettre alpha et bêta. Des fois, ils vont inverser le A, des fois, ils vont inverser le B, des fois, ils vont. Donc, il peut y avoir différentes façons, différentes lettres, différents symboles pour décrire la même chose. Comme je voulais qu'on ait une base commune pour que ce soit plus facile de se poser, qu'on puisse poser des questions ensemble, je vous les donne, les équations. Donc, les équations éventuellement avec lesquelles je veux vous travailler sont les suivantes. Avec un A et un B. Et S et I et R, éventuellement, au début du devoir, S, I, R majuscule, c'est le nombre de personnes dans chaque compartiment, mais comme on veut être capable de décrire, c'est beaucoup plus intelligent de décrire la population en termes, les compartiments en termes de proportion, de pourcentage, puisque si on passe d'un pays comme les États-Unis, au Canada, à la Chine, bien, il n'y a pas la même quantité de population, mais le comportement en termes de pourcentage risque d'être le même. Donc, c'est pour ça qu'on va convertir ça en proportion éventuellement dans le devoir. Donc, au numéro 1A, on va parler, dans le fond, des compartiments et des hypothèses qui sont admises pour décrire le modèle. Donc, que représente le compartiment SIR? Ça se fait en une petite phrase chacun. Et les hypothèses sont très importantes. Comme déjà en partant, je vais vous en donner une. Vous voyez que dans mon modèle, il y a 3 compartiments. Il n'y a pas il en manque un compartiment. Un compartiment, en temps normal, il y aurait du monde dans la population qui décède, qui meurt.
il y a un modèle qui va s'appeler D là, pour dette, qui devrait être là. Je ne l'ai pas mis parce qu'encore une fois, mathématiquement, ça complique un petit peu les choses. Donc, on considère que le virus, vous voyez, en même temps, c'est pas comme si, oui, il y a des gens qui décèdent, mais ça ne changera pas vraiment tant que ça l'allure de la courbe dans ce cas-ci parce que la proportion de décès n'est pas si forte que ça par rapport à l'ensemble de la population. Mais je vous donne déjà une hypothèse. Puis il y en a d'autres comme ça qu'il faut tenir compte. Y a-t-il des naissances? Tu sais, le nombre de molécules, le nombre de petits points, le nombre de personnes, il s'ajoute, il diminue. Fait qu'il y a des choses comme ça là, qui, dans les textes, dans les sources, vous allez voir, c'est écrit. Je veux que vous les identifiez, ces hypothèses. Par la suite, on va jouer avec des définitions que vous avez déjà vues en calcul différentiel. Donc, 2i, 3i, 4i, c'est pratiquement des calculs différentiels. Delta S, delta I, delta R, la variation en absolu. C'est de combien on augmente sur un intervalle de temps delta T. Donc, on est en train de construire, vous allez voir, là, ce qu'on fait dans le fond, c'est construire notre TVM, notre taux de variation moyen. Donc, on trouve de combien ça augmente. Et là, à la question 3i, on dit, si je connais la population saine, par exemple, à un moment T, je devrais être capable de trouver la population saine à un moment T plus delta T. Fait que, mettons en journée. À la journée 0, la journée 1, la journée 2, est-ce que si je connais delta S, l'augmentation ou la diminution de gens dans le compartiment S, je ne serais pas capable de trouver la population saine au total le jour suivant, 2 jours après, 3 jours après. Et ça, on fait ça pour SIR. Et éventuellement, ça va nous donner une relation de récurrence. On va être capable, à partir d'une journée, de trouver la proportion de SIR à la journée 2. Et après, avec la journée 2, on va être capable de trouver la journée 3, la journée 4, etc. Il va y avoir une relation de récurrence qui va être définie. Et ça va nous permettre éventuellement d'arriver avec une construction graphique du modèle. On y arrive dans la partie pratique tout à l'heure. Bon, petite question justement de calcul différentiel. Pourquoi la valeur de delta t doit être petite pour coller à la réalité? Donc, ça, c'est vraiment une réflexion. Des fois, on en parle dans le texte, mais c'est aussi une réflexion par rapport à votre cours de calcul différentiel. Et vous voyez ici, à la question 5, on laisse tomber les proportions, les valeurs absolues de SIR pour passer aux proportions, pour un peu rendre le modèle de façon plus universelle. Donc, on prend le résultat qu'on a obtenu avant, on divise tout par N, puis on regarde ce qui se passe. Je répète, avant que je change de page, que les questions qui sont là au début, peut-être que vous allez vous dire hey, bon, c'est comme une boîte noire, je ne sais pas par où commencer. Lisez la documentation que je vous ai envoyée. Vous avez des éléments de réponse à aller chercher à gauche puis à droite. Après, comprenez-les. Vous n'aurez pas le choix. Là. Sinon, à un moment donné, vous allez frapper un mur. Donc, voyons, on y arrive. On calcule le taux de variation moyen pour chacun des compartiments sur un intervalle delta t. Et à partir de là, on est capable de trouver, avec une limite, le taux de variation instantané, qui est rien de moins que des dérivés. Donc, on obtient notre système d'équation différentielle, ce que j'ai décrit au numéro, au début, là, les équations différentielles de SIR, ben, vous avez la réponse dans le fond. Ce qu'on fait au numéro 1A, c'est de démontrer pourquoi ce sont ces équations-là avec lesquelles on travaille. Petite question mathématique, pourquoi la somme des 3 équations donne 0? Donc, c'est par rapport aux hypothèses. Je vous laisserai réfléchir. Donc, ça, c'est pas très long ici. Là. Je vous dis, là, la question la plus importante au numéro 1, c'est vraiment là, la 2i, 3i. C'est vraiment là qu'il y a une réflexion. Puis c'est comme un peu la clé dans le reste du devoir. Toujours pas de questions? Ça va? Je regarde là parce que c'est là que je vois si vous me faites un petit pouce en l'air ou vous m'arrêtez, non? Donc, maintenant qu'on a décrit les paramètres et les équations de l'épidémie, on va pouvoir vérifier les moments pour lesquels il y a réellement une épidémie. Quand est-ce qu'une épidémie se déclare? Donc, avec les équations différentielles, ben, je vous donne quelques indices. Il y a 2 choses qui doivent arriver pour avoir une épidémie. La première, là, bien simple. S'il n'y a personne qui a de virus,
Il ne pourra pas se transmettre. C'est des choses pratiques qui paraissent un peu bizarres, mais mathématiquement, l'existence, les conditions initiales essentielles, il faut les définir. OK? Une fois que ça c'est fait, est-ce que nécessairement, s'il y a des personnes qui ont un certain virus, est-ce que nécessairement, est-ce que ça va se propager dans la population ou ça va s'estomper tout de suite? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un virus se propage ou s'estompe? Bien, il y a une notion de pente là-dedans. OK? Donc, est-ce que c'est croissant ou décroissant, le compartiment I? D'accord? Vous vous poserez ces questions-là à travers B, C, D. Et là, quels critères mathématiques, une fois qu'on parle de croissance, qu'on définit, il y a un lien à faire entre les paramètres. Et ce lien-là est très important. Il y a un lien très fort qui existe entre les paramètres qui a été discuté dans tous les médias. Encore hier, je l'entends tout le temps. Il y a un symbole spécial là, vous ferez des petites recherches dans la presse. Il y a un symbole que les épidémiologistes utilisent pour indiquer la virulence, la force d'un virus. Et il y a comme une valeur, un seuil pour lequel, si on le franchit, on dit qu'il y a une épidémie. Sinon, ça se résorbe. Donc, il y a un symbole qui est utilisé, mais je veux l'interprétation dans son contexte et j'aimerais beaucoup, bien, je veux avoir les paramètres, les liens mathématiques qui donnent ce symbole-là. Là. OK? Donc, ça, c'est ce qui était ici. Oui, on parle ici d'immunité collective. Oui, c'est ça. Donc, une des stratégies qui est mise en place, qu'on a entendu dans les médias, c'est l'immunité collective. En anglais, herd immunity. Donc, herd pour la horde. Là, Donc, une immunité collective, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous irez lire là-dessus, mais mathématiquement, dans notre modèle, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? OK? L'immunité collective, ça pourrait être, par exemple, un vaccin ou ça pourrait être faire exprès pour que certaines personnes attrapent le virus. En termes de vaccin, on pourrait se poser la question, il n'y a pas cette question-là, mais ce serait intéressant éventuellement. Est-ce qu'il faut que tout le monde soit vacciné? Tu sais, une immunité collective, est-ce qu'il faut que tout le monde soit immunisé? Pas nécessairement. Tout ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que l'épidémie s'estompe. Donc, on va créer une immunité collective dans la mesure où ça va faire en sorte que l'épidémie diminue. Donc, après avoir parlé de la déclaration, l'existence de l'épidémie, on va étudier, supposons qu'il y a une épidémie qui se déclare, à quel moment elle atteint son sommet, à quel moment elle est à son apogée. Donc là, on est dans les trucs qui ont l'air purement mathématiques. Je vous donne les réponses dans le fond. Mais d'abord, il faut que vous fassiez un petit retour sur ce qu'est la règle de dérivation en chaîne. Donc, on connaît la relation entre DI/dt, on connaît, ds/dt, on connaît. C'est dans nos équations de départ. Nous, on cherche DI/ds. Mais il y a un lien à faire avec la règle de dérivation en chaîne pour nous permettre de partir de ces deux équations-là et d'arriver à la troisième. Ce n'est pas difficile comme traitement mathématique, mais il faut juste se rappeler ce qu'est la dérivation en chaîne et comment ça fonctionne. La dérivation implicite aussi là-dedans. Une fois que vous allez avoir la dérivée de i par rapport à s, on va pouvoir résoudre par variable séparable. Donc, ça va être une équation différentielle que vous êtes capable de résoudre avec les outils que vous avez développés en calcul intégral, que vous avez fait encore plusieurs fois. C'est quand même plusieurs fois dans le cadre du cours. Et vous allez obtenir ce résultat-là. Donc, vous allez intégrer, vous allez mettre votre DI, votre DS, intégrer de chaque côté. Vous allez obtenir cette équation-là. Il va y avoir une constante d'intégration C. Donc, ça met la relation entre I et S. Une fois qu'on a ça, il y a des petites subtilités à comprendre, mais je vous demande de démontrer avec les valeurs initiales suivantes. Je vous demande de trouver la valeur, bien pas la valeur, mais démontrer que la constante C va être égale à ça ici. Donc, vous allez être capable de remplacer C là. Et là, il va y avoir une petite réflexion à faire par rapport à prendre cette équation-là et remplacer qu'est-ce qui se passe entre les paramètres quand il y a un sommet
la pente est nulle. Si la pente est nulle, la dérivée vaut 0, donc l'équation différentielle. Puis là, vous allez pouvoir trouver un lien entre I et S et remplacer ça dans l'équation ici. Et vous allez être en mesure de trouver le I max, qui est dans le fond la proportion maximale des gens qui ont été infectés. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui, mathématiquement, n'est pas si difficile, mais qui demande beaucoup de réflexion. Encore une fois, les sources, vous pourrez les consulter. Si c'est trop dense, là, vous communiquez avec moi, puis je peux peut-être vous vulgariser un peu plus. Mais ça, c'est un problème mathématique très intéressant qui nous donne un résultat très fort. Si je connais A et B, si je connais mes valeurs initiales, je suis tout de suite capable de prédire la proportion maximale de gens qui vont être infectés. Okay? Donc, résultat très important. Si on a eu un maximum d'atteints, bien, éventuellement, toute bonne chose, une épidémie va éventuellement s'estomper, va descendre. Et on va se poser la question à l'infini, donc éventuellement dans le temps, quand on roule le modèle pendant une quantité substantielle de temps, disons l'infini, quelles vont être les proportions de chacune des compartiments? On s'intéresse surtout à savoir S infini, c'est-à-dire la proportion de gens qui n'ont pas été infectés. Donc, encore une fois, vous lirez, il y a une relation, on réutilise la relation qui a été établie, mais cette fois-là, on remplace S par S infini. Et un petit indice, peu importe ce qui se passe, une épidémie finit toujours par passer. Donc, I, ça va vers 0. Donc, quand on remplace S par infini, automatiquement, bien, S par S infini, I va tout le temps s'annuler, va aller vers 0. Donc, vous allez avoir ce résultat-là. Vous allez avoir une équation à résoudre, éventuellement avec maxima, puis vous allez pouvoir trouver la proportion à l'infini. Donc, voilà pour la partie théorique. Et là, juste pour vous donner un peu un sneak peek, là, un aperçu de ce qu'on s'en va faire dans la partie pratique, mais de mettre en image ce qu'on a fait dans la partie théorique, j'ai, à partir de résultats initiaux, donc une quantité, une proportion infectée quelconque, un paramètre A et un paramètre B. J'ai rentré ça dans Maxima avec mon petit logiciel que vous allez construire, dans mon programme que vous allez construire par vous-même. Et on a nos trois courbes de, ici, les personnes saines, S. La courbe noire, ce sont les infectés. Et la courbe verte, les personnes qui sont rétablies. Donc, on voit ici notre fameuse courbe avec le sommet. J'ai identifié l'endroit où il y a un maximum avec une droite parce que mathématiquement, trouver le moment, c'est un peu douteux. C'est plutôt quelle est la proportion maximale. Donc, je représente avec une droite. Et ici, on a une asymptote en mauve, fuchsia, rose, à l'infini, la proportion de gens qui n'ont pas été infectés. Donc, ça, c'est exactement qu'est-ce que vous allez faire dans la partie pratique. Y a-t-il des questions avant que je me lance? Là, j'ai presque terminé. Non, ça va bien. Je continue. Donc, dans la partie théorique, on a établi une relation entre une valeur, par exemple S, ça peut être S, I ou R, là, mais une valeur S à un certain moment. On est capable de trouver la relation, si on donne un intervalle de temps delta T, on est capable de trouver la valeur des personnes saines au moment suivant. Donc, en termes de symbole, imaginez-vous que S0, c'est la quantité initiale de personnes qui sont saines, la proportion initiale de personnes qui sont saines. Comment je fais pour trouver S1? Mais si je sais, si je connais la pente à ce moment-là, si je sais c'est quoi le taux, dans le fond, le taux de variation à ce moment-là, mais je suis capable de l'appliquer pour trouver S1, la proportion de gens qui sont saines au temps suivant. Donc, ici, ce que je dis là, S de 0, par exemple, bien, le moment suivant, c'est quoi? C'est S de delta T. Donc, entre S0 et S de delta T, il s'est écoulé delta T de temps. Et comment je fais pour trouver la variation delta S? Bien, on l'a fait dans la partie théorique. De combien ça baisse? Delta S, c'est ça. Donc, de combien ça varie sur un intervalle de temps delta T. Le delta S, il n'est pas toujours pareil. Hein? Vous remarquez là, que le delta S, ici, est de plus en plus petit. Bien, la formule pour trouver delta S,
Ça a été fait à la partie théorique. Mais c'est exactement qu'est-ce qui relie chacun des points de la suite S0, S1, S2, S3. C'est dans le fond la relation qui existe entre un point, la pente et l'intervalle de temps. OK? Donc, ça, c'est toutes des notions de calcul différentiel, puis des notions au début de votre cours de calcul intégral, là, quand vous parliez de différentiel, là, si vous relirez ça de façon théorique, c'est ma petite remarque ici, on va appliquer ce qu'on appelle la méthode d'Euler. Donc, le côté pratique ici, c'est d'obtenir une suite de points qui sont définis par une relation de récurrence dans la partie théorique. Et il y a un petit aspect, justement, un peu plus, je dirais, général que je mets dans une remarque où je parle de la méthode d'Euler. Donc, si vous faites une petite recherche sur la méthode d'Euler, encore une fois, les documents que j'ai mis en ligne, il y en a un qui parle particulièrement de tout ça. Bien, ce que ça dit, c'est que si j'ai un point Y0 et que je connais la pente en ce point-là, je suis capable d'évaluer, si vous me donnez le delta T, je suis capable de trouver le delta Y. Donc, je suis capable de savoir de combien ça descend approximativement entre 2 points, mais je suis capable d'aller chercher le point suivant. Et si à chaque point, je connais la pente, c'est comme si j'utilisais à chaque fois des pentes pour approximer une courbe. Si delta T est petit, le fait d'approximer une courbe par une droite, il n'y a pas tant d'erreurs que ça. Est-ce qu'on est pile sur notre modèle? Non, mais ça nous donne une façon d'approximer nos proportions et c'est ce qu'on va utiliser pour tracer notre graphique des compartiments S, I et R. Avec dans le contexte, dans le texte, vous avez tout ce qu'il faut pour appliquer les équations du modèle SIR. Il va y avoir le paramètre A qui est caché là-dedans, le paramètre B, le I0, puis l'intervalle de temps sur lequel on veut modéliser. Ça va vous permettre de répondre aux questions qui suivent et éventuellement de faire un graphique. Question B, vous n'avez pas besoin de maxima. C'est juste avec une calculatrice. Si je donne S0, I0, R0 puis que je donne le A et B, appliquez la méthode d'Euler à la mitaine, à la main. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos YouTube aussi qui le font, ça. Donc, c'est la façon de... Avant de parler d'un cas continu, on va approximer le modèle avec une façon discrète. Comme si à chaque point, comme si le nombre d'infectés, ça arrivait uniquement une fois par jour. Ce qui n'est pas réaliste, mais si on réduit l'intervalle de temps, ça va nous donner une bonne approximation. Donc, imaginez-vous ici que delta T, c'est 10 jours. Fait qu'on va évaluer le nombre de personnes saines à chaque 10 jours. Donc, S0, c'est jour 0, S1, après 10 jours, après 20 jours, après 30 jours. Et là, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le lien qui unit S0 à S1? C'est le delta S. Qu'est-ce que vous allez avoir vu à la méthode d'avant? Vous irez voir des vidéos, vous irez voir le texte. Ça devrait bien aller. C'est une petite recette, c'est la méthode d'Euler. Je vous demande juste de le faire pour 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Parce que si on veut le faire pour 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, jusqu'à 100, je ne sais pas, ça devient long un peu, ça devient lourd avec une calculatrice. Là, c'est là qu'on va utiliser Maxima. Donc, ça va juste nous permettre de valider qu'on comprend bien le modèle et de valider les réponses qu'on obtient sous Maxima. Là, puis, évidemment, il faut que ce soit pareil. Donc, comment, avec Maxima, vous allez faire ce programme-là? Encore une fois, je ne vous laisse pas tomber. Je vais juste partager. Donc, vous avez sur Léa un fichier Maxima qui s'appelle méthode d'Euler. Et là, je vous donne un exemple de la méthode d'Euler. Et je prends c'est quand même intéressant, je vous la présente. J'ai pris le même exemple que le devoir 4 en pharmacocinétique. Donc, j'ai utilisé les équations différentielles. Là, je vous ai mis du texte pour expliquer. On définit nos paramètres, on définit la relation de récurrence. Donc, ça, c'est si vous faites votre devoir en même temps, la partie théorique en même temps que la partie pratique, peut-être que pour le moment, ça va être du chinois, mais vous allez vous en sortir. Mais vous remarquez tout de suite, pour ceux qui ont une bonne mémoire, là, qu'on retrouve les équations des différents compartiments pour une ingestion orale d'un médicament. Et à partir de ces deux relations-là, la troisième, c'est celle du temps, là, mais à partir de ces équations différentielles-là, on crée une suite de points. Et là, c'est comme si je trouvais C0. C'est d'obtenir la courbe noire qui est dans le fond la présence du médicament dans l'estomac et la présence du médicament dans le sang. Donc, c'est exactement les courbes que vous auriez retrouvées si on traçait les solutions des équations différentielles du devoir 4. Vous remarquez que ce sont des segments de droite. On a utilisé des pentes et non pas des courbes.
Mais plus on prendrait un delta T petit, plus on s'approcherait d'une valeur, d'une approximation qui aurait l'air d'être une courbe. Donc, voilà pour ça. J'en ai même profité pour regarder ici ce qui se passe lorsqu'on réduit l'intervalle de temps. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire la partie pratique. Donc, je reviens au devoir. Donc, ici, là, utiliser Maxima pour générer les valeurs SIR, c'est fait, là, dans le fond, avec ce que je vous ai présenté avec Maxima, mais pour un autre type d'équation. Fait que changer les équations, changer les paramètres, l'affaire est, ça va bien, là. OK? Je vous demande donc de créer la liste, ensuite de créer les coordonnées. Donc, je vous demande de le refaire une deuxième fois, donc un copier-coller de vos commandes, puis de juste changer une chose, l'intervalle de temps. Donc, de réduire, non pas sur 10 jours, mais sur un jour pour avoir un graphique qui est un peu plus lisse, de se rapprocher des vraies valeurs au niveau du maximum et des valeurs à l'infini. Ensuite, avec ce que vous avez fait de façon théorique, vous êtes en mesure d'utiliser Maxima et de rentrer l'équation pour trouver Imax, trouver la proportion maximale de gens infectés, et de me le mettre sur un graphique et d'observer que ça fonctionne, hein, que le sommet de la courbe des infectés, c'est bel et bien ce que vous avez trouvé. Je vous demande de faire la même chose, donc de résoudre l'équation que vous avez vue dans la partie théorique pour déterminer la proportion de gens qui n'auront pas attrapé le virus à l'infini lorsque l'épidémie va être résorbée. Vous me le mettez sur le graphique, puis l'asymptote de la droite devrait coïncider avec la fin de la courbe S. Dernière question, qui est peut-être la plus importante. Si on met des mesures en place, par exemple, de distanciation sociale ou d'immunité collective, quelle est l'influence que... Non, comment on fait au niveau mathématique pour traduire ces mesures-là? Et comment on fait pour visualiser, pour s'assurer que ça va bel et bien fonctionner dans notre modèle? Donc, une distanciation sociale, ça joue sur quels paramètres? C'est la question que je vous pose, que vous allez devoir réfléchir, vous allez chercher un peu. Et graphiquement, quel impact ça a sur les courbes? Bien, vous la connaissez, la réponse, honnêtement, là? Mais là, vous allez pouvoir l'observer par vous-même. Même chose au niveau des immunités collectives. Si des gens sont immunisés dès le début de l'épidémie, soit en ayant attrapé la maladie rapidement, ou soit, puis en ayant été évidemment isolé, tout ça, ou en ayant reçu un vaccin, sur quel paramètre on joue? Jouez sur ce paramètre-là par vous-même en vous amusant et observez graphiquement qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, vous devriez avoir un graphique au début pour delta T égale 10 jours, un autre graphique pour delta T égale 1 jour. Sur ce graphique de référence, vous allez me mettre la droite Imax, la droite S infini. Ensuite, vous allez me mettre deux autres graphiques pour distanciation sociale et pour immunité collective, me montrer qu'il y a vraiment une différence avec le modèle sans qu'il y ait aucune mesure mise en place par la santé publique. Voilà. Ça fait le tour. J'ai terminé la présentation du devoir.